Alors, bonsoir à nouveau. Je ne vais pas vous embêter longtemps, je vais juste vous dire le plaisir que nous avons toutes et tous de pouvoir accueillir ce soir pour les discours inauguraux un trio extraordinaire. Voilà, donc nous allons avoir comme chef d'orchestre, comme animatrice de ce dialogue, Chloé Leprince, que vous connaissez sans doute par ses émissions à France Culture notamment. Et elle animera la discussion entre Marielle Massé, directrice d'études à l'EHESS, spécialiste de littérature et écrivaine, et Richard Reichmann, directeur d'études à l'EHESS, anthropologue des subjectivités et psychiatre. Voilà, donc c'est avec grand plaisir que je leur laisse la parole maintenant, enfin, pour ce dialogue. Merci. Merci Liora, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous, très nombreux ce soir. Bonsoir Marielle, bonsoir Richard. Désobéissance, derrière cet intitulé, derrière ce mot, on attrape tout de suite l'épaisseur de son pluriel, un mot ambigu, désobéissance, un mot polysémique. Un mot et son contraire, désobéissance, mais peut-être pas son contraire. Pas sûr que la désobéissance soit le négatif de l'obéissance. Dire oui, dire non, ça charrie tout un vocabulaire. Les mots viennent immédiatement acquiescer, en être, refuser, laisser reposer, laisser faire, préférer ne pas, s'insurger, résister. Ces mots charrient des imaginaires riches et contrastés, charrient aussi des histoires qui ne parlent pas toutes la même langue. Et nous-mêmes, les uns les autres qui sommes ici, vous aussi, nous ne parlons pas tous la même langue. On s'en est rendu compte en préparant la rencontre de ce soir. Et c'est beaucoup de langues, justement, qui va s'agir précisément pour, évidemment, c'est un festival de sciences sociales, pour dire d'où l'on parle, mais aussi dire de quoi on parle, mais aussi de dire qu'est-ce qui travaille dans cette langue en matière d'obéissance, en matière de désobéissance. Ces mots transportent, ces mots obéir, désobéir, transportent avec eux des corpus de textes riches, mais aussi des textes plus ou moins explicitement politiques, et c'est évidemment là qu'on va avoir envie d'aller gratter ce soir, d'être peut-être pas si prévisible, ou en tout cas d'essayer d'élargir notre horizon pour embrasser tout ce que peut recouvrir la question de l'obéissance, la question de la désobéissance, et pas s'en tenir à une transgression un peu au ras du papier, au ras du lexique. Et si c'est à nous aussi, on a pensé à Thoreau, et si c'est à Thoreau que vous pensez, vous, là, maintenant, peut-être que, en tout cas, c'est une hypothèse qu'on fait, que c'est pas forcément les textes les plus connus que vous aurez envie d'aller lire ou relire ce soir, mais peut-être Les Pommes sauvages, par exemple. Après que de 1975 à 1979, un quart de la population du Cambodge a été exterminée par le régime khmer, Nathalie Zaltzman, qui est française, psychanalyste, a parlé de néo-réalité. Cette néo-réalité, ces échelles de valeurs, l'ordre de ses préférences, les façons d'y faire et d'y dire, ces impensés aussi, c'est à travers tout ça qu'on a attrapé la formule paroxystique qui souvent résume les génocides, en tout cas qui permet de les nommer, faire mourir ou laisser vivre. Parce que l'obéissance, de longue date en sciences sociales, elle a été empoignée beaucoup par cette question de l'intentionnalité génocidaire. Mais le problème de cette historiographie, ou le problème, en tout cas la question qu'on va adresser ce soir ensemble avec Richard Reichmann et Marielle Massé, c'est que cette historiographie, elle nous pousse, elle nous arrime finalement à la question de cette néo-réalité. Mais on peut aussi se demander si ça nous coupe pas les jambes, si ça coupe pas les jambes de notre pensée que d'approcher l'obéissance d'abord à cet endroit-là. La désobéissance, alors, apparaît comme une résistance un peu évidente, une subversion, évidemment, un héroïsme, souvent, qui n'est pas exempt de romantisme,
qui n'est pas exempt non plus, disons-le tout de suite, d'une part de démagogie dans les discours aussi. Il y a quelque chose d'un peu évident, d'un peu facile à attraper, la désobéissance avec le bras un peu court. On se demande pas toujours si finalement, est-ce qu'on obéit forcément, quand on désobéit, est-ce qu'on n'est pas en train tout simplement d'obéir à autre chose? On ne se demande pas non plus qu'est-ce qu'on a à y gagner à désobéir. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un intérêt à la désobéissance? Toutes ces questions, elles sont importantes précisément pour élargir l'horizon, parce que ce soir, on va se demander d'où est-ce qu'il faut réfléchir à l'acquiescement. Cette question de l'acquiescement, cette question de... Est-ce qu'il faut dire l'adhésion? C'est pas sûr, on va le voir ensemble. En tout cas, cette question de l'obéissance, d'où elle procède, où elle s'inscrit, à quelles coordonnées, de quelles coordonnées est-ce qu'elle relève? Dès lors qu'il ne suffit pas d'être un monstre ou un héros pour obéir, pour désobéir. Dans quels mondes sociaux est-ce que la réflexion s'inscrit? De quels imaginaires est-ce qu'elle relève? Mais quels imaginaires elle prend en charge? La désobéissance notamment, sûrement pas seulement dans des situations paroxystiques d'hyper-violence, sûrement pas seulement dans cette néo-réalité de l'espace-temps génocidaire, puisque vous êtes là, Marielle Massé, vous qui faites droit aussi à des luttes feutrées, et c'est très important pour moi, à des textes qui nous déplacent, à des textes qui nous obligent à penser l'obéir et le désobéir depuis des endroits bien plus filandreux et avec des mots bien plus riches et un espace imaginaire bien plus dilaté que ce à quoi on peut peut-être s'attendre. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, vous êtes directrice d'études à l'EHESS et aussi écrivaine. Bonsoir. Et puis... bonsoir Richard Eichmann, vous êtes anthropologue, psychiatre, psychanalyste. Vous avez enquêté sur les logiques individuelles de la violence génocidaire, d'où le propos liminaire sur les Khmers rouges. Vous avez aussi adressé cette question dans votre pratique clinique, et c'est très important pour nous parce qu'il va aussi s'agir de poser la question d'un point de vue interdisciplinaire et de voir ce qui peut voyager d'une discipline à l'autre, d'un horizon sémantique, épistémologique à l'autre. Vous empoignez bien sûr les travaux qui vous précèdent, Richard Eichmann. On peut tout de suite poser les choses en nommant quelques exemples. Pour commencer, vous arrivez évidemment après l'expérience Milgram, donc après Stanley Milgram, bien sûr. Vous arrivez aussi après Christoph Browning, cette ethnographie historique tout auprès d'un régiment de la Wehrmacht qui pose la question de l'obéissance du temps du nazisme. Et puis... vous arrivez évidemment après une question qui doit être dans toutes les têtes, là, quand il s'agit de l'obéissance en situation critique, paroxystique, en situation d'hyperviolence, qui est la banalité du mal. Et peut-être qu'on peut commencer par se poser cette question de la réception de Hannah Arendt et d'Eichmann à Jérusalem en particulier, pour s'interroger... à la suite de vos travaux, bien sûr, sur un mésusage qu'on peut faire de cette expression de banalité du mal, ou un gros malentendu qui, très vite, a finalement accueilli la manière dont Hannah Arendt cherchait à comprendre les logiques de l'engagement individuel dans une situation comme celle de l'extermination. Cette perspective, finalement, elle a contraint notre horizon de réflexion, elle a contraint notre outillage scientifique, mais pas seulement. Tout notre horizon intellectuel, finalement, il est un peu raccourci, sans doute, par la manière dont a été reçue Hannah Arendt. Est-ce que on peut commencer d'emblée par poser la question de cette énigme de l'intentionnalité génocidaire, qui est
une grande question qui répond à une grande détresse, à un grand désarroi occidental. C'est beaucoup à travers cette question qu'on a posé la question de l'obéissance en sciences sociales en particulier. On a du mal à penser une obéissance pareille dans l'ordinaire. On la regarde toujours à l'endroit d'une emprise. Il y a toujours le doute d'une psychopathologisation. Richard Reichmann. Oui, mais merci beaucoup pour cette question qui est assez vaste et merci beaucoup pour cette invitation. C'est vraiment un plaisir pour moi hein, d'être ici aujourd'hui, accueilli dans ce lieu absolument formidable, de discuter avec vous deux, c'est un grand bonheur. Je suis juste un petit peu inquiet de la thématique que vous me demandez d'aborder parce que c'est pas très gai par rapport à l'engagement qui a été proposé par notre président. Je ne veux pas vous couper le souffle. Du côté d'une science sociale qui soit joyeuse, c'est un peu difficile de commencer par la banalité du mal et le génocidaire. Mais bon, puisque c'est la tâche que vous m'avez confiée, je vais non pas obéir, je vais juste m'incliner. C'est pas exactement la même chose, justement, s'incliner et obéir, parce que on présuppose qu'obéir, c'est être d'accord. Ben, pas nécessairement. S'incliner, c'est peut-être aussi acquiescer sans forcément être d'accord. Alors, vous parliez de la banalité du mal. Je pense que c'est une notion qui a été très importante et qui a été délibérément mal comprise. Délibérément mal comprise parce qu'on avait vraiment envie d'entendre que ces gens qui étaient capables de faire le pire, c'est quoi le pire? Ben, c'est de tuer à la chaîne des individus sans défense, pas pour ce qu'ils disent, pas pour ce qu'ils ont fait, juste pour ce qu'ils sont, ou que l'on suppose qu'ils sont. Cet acte criminel par excellence, eh bien, il fallait l'expliquer. Pourquoi faudrait-il l'expliquer? Si on doit l'expliquer, ça veut dire qu'on présuppose d'abord que cet acte ne serait pas possible. Normalement, c'est pas possible de tuer à la chaîne des individus qui ne vous ont rien fait, que vous ne connaissez pas, simplement parce que quelqu'un vous a dit de le faire. Normalement. Mais ce normalement, il est très préoccupant parce que je ne suis pas historien, il y a des historiens dans la salle, mais on sait que depuis des siècles et des siècles, ça s'est fait. Empiriquement, ça s'est fait. Donc normalement, c'est facile à faire. Donc la question qui se pose n'est pas seulement de savoir pourquoi ces hommes ou ces femmes sont capables de tuer, mais pourquoi il nous a fallu inventer des logiques, tantôt inconscientes, tantôt sociales, généralement psychopathologiques, pour comprendre l'impossible d'une chose qui était tout le temps possible et qui se révèle aujourd'hui toujours possible, hélas. Donc il me semble qu'il est important d'inverser cette formulation. C'est précisément ce que Hannah Arendt a voulu faire et ce qu'on a essayé de lui faire dire qu'elle disait le contraire. Parce que la banalité du mal ne veut pas dire qu'il y aurait quelque chose de banal dans le mal. C'est le mot qu'elle utilise, banalité du mal, qui n'est pas un concept chez elle, c'est juste une notion qu'elle utilise comme ça. Le mot important, c'est banalité, pas le mal. Le mal, ça va être ses théorisations philosophiques ultérieures, mais ce qui est important, c'est banalité, dans un sens unique, qui est médiocre. Ce qu'elle a voulu montrer dans Eichmann et Jérusalem, qu'elle a cherché à montrer tout le temps, c'est que cet homme était un homme médiocre qui n'aurait jamais pu obtenir ce qu'il a obtenu sans sa participation au crime. Ce qui pose déjà d'emblée une question centrale, c'est la place de l'idéologie comme moteur de l'action individuelle. Bien sûr qu'il ne faut pas négliger l'idéologie. Bien sûr que c'est dans des contextes idéologiques particuliers qu'il devient possible de tuer à la chaîne. Mais ce n'est pas cette idéologie qui tient le bras armé de celui qui va tuer. Moi, j'ai essayé de travailler depuis des années précisément sur ceux qui tuent, pas ceux qui pensent le meurtre, ceux qui le font au quotidien. Qu'est-ce qu'ils ressentent? À quoi pense un génocidaire lorsqu'il tue? À quoi pense-t-il? Et la surprise qu'on a, c'est qu'il pense à lui. Il pense à ne pas se faire mal, il pense à y passer le moins de temps possible, il pense à pas forcément en jouir, pas forcément avoir du plaisir. Il va penser à quelque chose qui renvoie à de l'ordinaire, sa vie ordinaire. Et c'est pour ça que c'est, à mon sens, très important de revenir à Arendt sur cette notion d'une banalité qui est du côté de la médiocrité. Obéissent-ils à des ordres? Sans doute. Font-ils ça simplement parce qu'on leur demande de le faire?
Peut-être. Est-ce que c'est suffisant pour l'expliquer? Sûrement pas. Alors vous citiez, si j'ai encore quelques minutes pour avancer dans cette réflexion, vous citiez un auteur qu'on a l'habitude de citer, que j'imagine tout le monde connaît, Milgram, et cette expérience magnifique, hein, où on demande, vous la connaissez tous j'imagine, mais pardonnez-moi, je vais la rapidement rappeler. Bien sûr. On demande à quelques étudiants de participer à une expérimentation où on va tester des nouvelles techniques d'apprentissage super efficaces pour que les gens apprennent plus vite. L'enjeu, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un va se tromper dans la demande qui lui est faite, on lui envoie une petite décharge électrique, et grâce à la décharge électrique, il va apprendre, au fur et à mesure, qu'il ne faut pas oublier ce qu'on lui a dit. Et évidemment, à chaque fois qu'il se trompe, on augmente un petit peu le voltage, jusqu'à arriver, ils sont les étudiants qui participent à cette expérience. Alors il y a quelqu'un qui est derrière une vitre, qui est attaché, qui reçoit l'électricité par les électrodes, et puis c'est l'étudiant qui tourne la manette, puis il a devant lui un écran avec une ligne rouge où il y a marqué « dose létale ». Et évidemment, il ne sait pas que c'est un acteur qu'il a en face de lui, il pense que c'est vraiment un participant. Et au fur et à mesure qu'il se trompe, il augmente, il arrive dans la zone rouge. La plupart des gens qui ont participé à cette expérience, à un moment, regardent l'autorité qui est à côté d'eux, qui les aide, en blouse blanche, un médecin ou un intellectuel, ou qui vous voulez, un prof par exemple, et qui lui fait un signe de tête pour continuer. Elle continue. Et en fait, on se rend compte que près de 60-70% des gens ont poussé la manette jusqu'à tuer la personne qui est en face. Bien sûr, ça a été une expérience révolutionnaire. On s'est dit, ben voilà, c'est la soumission à l'autorité. Les gens sont capables de faire n'importe quoi dès lors qu'il y a une autorité qui leur dit gentiment de le faire. Nous avions enfin, on est dans les années 60, l'explication pourquoi les nazis avaient commis autant de crimes. Et cette explication va rester, encore maintenant on l'utilise, alors qu'elle est très intéressante pour comprendre pourquoi on se soumet, mais elle est totalement fausse, pardonnez-moi de vous dire ça, mais totalement fausse au regard de la vie ordinaire d'un génocidaire. Avez-vous déjà vu un génocidaire à qui on explique « alors tu vas aller donner une technique pour que les gens apprennent plus facilement » ? Bien sûr que non. Il sait ce qu'il va faire, il sait qu'il va tuer. Et il le fait. Et surtout, il sait qu'il va recommencer le lendemain ou le jour même. Cette expérience n'est absolument pas compatible avec le fait d'être capable, en toute conscience, de tuer un certain nombre d'individus et de recommencer le lendemain. Alors pourquoi cette expérience a-t-elle eu autant d'importance? Parce qu'on avait envie de prouver que ce n'était pas possible de tuer des gens et qu'il fallait trouver une explication, soit psychologique, soit sociologique, pour rendre compte de cela. Mais si on inverse la formule et qu'on se dit finalement c'est possible, là, on a énormément de champs de recherche pour essayer de comprendre comment ça devient possible. Marielle Massé, sur la désobéissance aussi, finalement, on a une foule de représentations paroxystiques, hyperboliques, de ce que peut être la désobéissance avec un grand D, une situation insurgée, une posture de rébellion. On discute sous l'œil de Louise Michel, une icône de la désobéissance, mais précisément dans vos textes, dans votre travail, ce que vous cherchez en tout cas, ce que vous nous donnez à voir, ce à quoi vous nous donnez accès, ce sont aussi des luttes plus feutrées, c'est aussi une désobéissance de petits gestes. Est-ce que je peux le dire comme ça, une désobéissance qui consisterait à s'extirper d'un ordre? Oui, merci d'abord de me donner la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Juste peut-être pour converser avec vous, Richard, autour de l'expérience de Milgram. Dans mon souvenir, il y avait quelque chose dont je me suis dit « Ah, ça c'est important sans doute », c'est que les blouses blanches disaient « Continuez, nous en prenons la responsabilité ». Et donc, il me semble que dans l'engagement à obéir, il y a cette possibilité de se défausser ou de déposer la responsabilité de la responsabilité, si je puis dire, sur d'autres qui sont les donneurs de sens, qui vont donner le sens de la situation
dont vous serez simplement le bras ou l'exécutant. Pour répondre à cette question sur la façon dont on peut essayer de faire dialoguer nos territoires qui sont si éloignés, parce que moi, mon territoire, c'est celui de la vie ordinaire, des écarts par rapport au modèle de vie qui peut nous être proposé, des rébellions, des révoltes, des ZAD, des soulèvements, mais aussi en effet des désaccords qu'on n'exprime pas beaucoup plus haut que dans une sorte d'inconfort ou de mal-être. Et pour faire ce lien, je me disais, repartons d'Hannah Arendt, puisque l'horizon d'Hannah Arendt, c'était ce qu'elle appelait, d'une expression latine, amor mundi, l'amour du monde. Tout ce qu'elle souhaitait penser, c'était en vue de cet amour du monde ou de ce soin à apporter aux autres ou au monde. Et disons, si moi je devais décrire la manière dont les sujets qui m'occupent entrent dans ces questions, c'est à travers ce sentiment, je ne sais pas si vous le partagez, mais qu'une des choses dont on crève aujourd'hui, c'est de pouvoir continuer à aimer ce monde, de pouvoir continuer à aimer cette vie, pas exactement à obéir, mais à acquiescer, participer, y trouver son bien, y trouver son compte, en être d'accord, dire oui. Et donc je m'intéresse à des situations où on dit oui, ou plutôt où on dit non afin de pouvoir dire oui, où on refuse notamment de s'adapter, mais pour pouvoir accéder à cette sorte de façon de se remettre debout en étant aux prises avec le monde autour. Et Romain Huret parlait tout à l'heure de... Alors on ne sait jamais trop comment dire. Si on dit thorough, on a l'impression de faire le malin. Si on dit sorrow, on se sent tout couillon. On n'est pas au courant. Et si on dit taureau, on pense qu'il va falloir le saisir par les cornes. Mais thorough. Moi, il y a une chose qui m'a beaucoup frappée dans un autre livre de Thoreau. Je vais choisir de faire la maline. Dans Walden, vous savez, c'est ce livre où Thoreau raconte l'expérience qu'il a vécue pendant un peu plus de 2 ans, expérience temporaire, adoption d'une autre forme de vie qui a consisté à habiter dans une cabane qu'il avait construite de ses mains dans la forêt et à essayer de subsister par ses propres moyens. Et s'il fait ça, Thoreau, c'est parce qu'il est gagné par ce qu'il appelle un désespoir silencieux. C'est-à-dire, il a tant de mal à aimer ça, la vie qu'il a autour, le monde tel qu'il est, un monde dont le seul rite est le travail et la seule fête est la consommation, qu'il a besoin d'essayer autre chose. Il ne veut pas s'adapter. Il a même mis le feu au bois à côté de Concorde parce qu'il refusait de travailler. Il ne veut pas s'adapter. Et aujourd'hui, Dieu sait si on en connaît des maladies de l'adaptation, l'épuisement, le découragement. Il avait refusé de payer ses impôts pendant 5 ans pour protester contre l'État esclavagiste. Oui. Donc ça, c'est ce qui a conduit à l'écriture postérieure de... mon Dieu, on connaît que ça. Voilà. La désobéissance civile. De la désobéissance civile. Il avait refusé de payer une taxe mineure. Il a été en prison une nuit pour ça. La taxe a été immédiatement payée par sa famille, etc. Il avait un parachute. Oui, mais si vous permettez, je reviens à Walden parce que justement, je trouve ça intéressant que ce soit le même auteur qui soit à la fois le point de départ de ce mouvement, de cette valeur, de cette force de l'idée de désobéissance civile, alors que, disons, je disais les choses en les minorant un peu parce que son acte a plutôt été un acte individuel d'objection de conscience, disons.
et que la désobéissance civile, pour nous désormais, c'est quelque chose qui est collectif, qui est public, qui consiste justement à rendre visibles des torts, des souffrances, à ouvrir un débat et à accepter d'en rendre compte devant la justice, par exemple. Mais donc, voilà, Thoreau est à la fois l'auteur de cet acte, du texte qui en a rendu raison, mais aussi de cette expérience de réclusion, si on veut, mais qui partait d'un défaut de possibilité d'aimer la vie et d'aimer le monde. Et ça m'a fait repenser à la logique que je vois animer la démarche de quelqu'un comme Cédric Héroux, dans la vallée de la Roya, qui désobéit pour pouvoir accueillir des migrants à la frontière et les accompagner, mais qui désobéit lui aussi pour pouvoir rendre ce territoire et ce moment de l'époque plus respirable. Et ça s'était mis en lien dans ma tête avec quelque chose que Sophie Vanish avait mis en avant à propos des valeurs des révolutionnaires en France, qui avait défini la patrie comme l'espace où l'on pourrait vivre l'amour des lois, l'espace où pourrait se vivre l'amour des lois. Alors Dieu sait si la loi, on peut la penser comme quelque chose à quoi on doit obéir, à quoi on doit se conformer, mais qu'on puisse exiger que les lois soient aimables, en voilà, je trouve, une belle pensée. Donc, voilà, disons, moi, les choses sur lesquelles je travaille, ce sont ces vies autres, ces refus, ces désorganisations, ces façons d'installer des espaces alternatifs pour d'autres manières de travailler, de consommer, mais en vue d'un amour de la vie, dont je trouve que décidément on manque à en crever. Ouais. Richard Reichmann, Marielle citait Sophie Vanish et le moment de la Révolution, un peu dilaté, avec ce juridisme qui s'installe. On se rend compte que les guerres civiles du 19e sont aussi travaillées par cet amour de la loi, par ce formalisme, par ce qui n'est pas un moment anomique. Là, par exemple, la Commune de Paris n'est pas le moment de grand désordre, de grand fracas qu'on se représente parfois en imaginant une guerre civile, précisément parce qu'un nouvel ordre social, un nouvel ordre politique était en train d'advenir, parce que c'est ça qui était au travail. Est-ce que finalement, on n'a pas un peu de candeur, souvent, tout le monde, nous tous qui sommes là, quand on essaye d'attraper, de penser la désobéissance, comme si quelque chose nous échappait de l'ordre de ce à quoi on obéit quand on désobéit. Est-ce qu'on n'est pas toujours en train d'obéir? Est-ce qu'on n'a pas du mal? Est-ce qu'il y a quelque chose qui résiste à penser qu'en fait, quelque chose est quand même à l'œuvre en train d'obéir quand on décide de désobéir? Et d'ailleurs, est-ce qu'on décide? Marielle disait Thoreau obéissait à son désespoir. En tout cas, il était ému par son désespoir. C'est très juste et j'aime beaucoup ce que Marielle vient de dire. C'est très puissant, ça aide à réfléchir, dans la mesure où on peut se dire, est-ce que désobéir, c'est un acte unique ou est-ce que c'est quelque chose qu'on répète à chaque moment de sa vie? Une fois qu'on a commencé à désobéir, eh bien, on désobéit tout le temps, comme si c'était un acte de conscience qui se répétait inlassablement. Je crois qu'en plus, je le crains, que finalement la désobéissance ne puisse se mesurer que dans l'après-coup. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, on sait, tiens, il a désobéi, tiens, j'ai désobéi, mais on va avoir une vision romantique de l'obéissance et de la désobéissance qui, me semble-t-il, n'est pas toujours conforme à la réalité de la façon dont des individus vont se mouvoir dans cet espace-là. Pourquoi obéissent-ils? Parce qu'ils y croient, parce qu'ils n'y croient pas, parce qu'ils veulent résister. Mais surtout, c'est le cadre extérieur qui va donner du sens. Moi, j'aurais envie de poser la question à la salle.
finalement, comment définit-on la désobéissance? À partir de l'acte d'un sujet ou à partir de ce que la société a dit qu'elle approuvait et réprouvait? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il va falloir penser le contexte dans lequel ça le fait. Le contexte dans lequel ça se fait, chaque jour, on voit qu'il y a des choses que l'on ne va pas qualifier de désobéissance, ni d'obéissance, on va les qualifier autrement, ou on ne va même pas les qualifier. Vous parliez d'amour de la vie. Moi, je trouve que c'est une formule extraordinaire qu'on retrouve très régulièrement. Et pour citer un cas, encore une fois, extrême, ceux que j'ai rencontrés, les réfugiés afghans qui ont quitté l'Afghanistan avant l'accession au pouvoir des talibans, sont partis, étonnamment, par amour de la vie. Et la plupart de ceux que j'ai rencontrés m'ont dit cette phrase très stupéfiante à laquelle je ne m'attendais pas. Moi, je m'attendais à voir des gens qui me diraient « je ne voulais pas me faire tuer ». Mais ils ne m'ont pas dit qu'ils ne voulaient pas se faire tuer. Ils m'ont dit « je ne voulais pas tuer ». Je ne voulais pas tuer mes voisins. J'avais pas envie de les tuer. J'étais prêt à perdre tout. Alors, je pense à un qui m'a dit qu'il a perdu toute sa famille. Enfin, il a abandonné tout le monde. Sa fille qui venait de naître, il ne l'a même pas connue. Il est venu en France après un périple incroyable. Est-ce un acte de désobéissance? Est-ce que c'est un acte d'obéissance? Ou est-ce que c'est un acte totalement indifférent qui nous laisse totalement indifférents, puisque ce pauvre homme est quand même un héros, est considéré comme un migrant, probablement délinquant. Ce ne serait pas plus mal s'il mourait dans la Méditerranée. Par contre, il n'est pas passé par la Méditerranée, donc effectivement, on ne peut pas faire ça. C'est-à-dire qu'il y a une indifférence totale au sort de ceux qui, à un moment, ont pris une décision qui n'est pas considérée sur le moment comme un acte de résistance ou un acte d'obéissance. Et je crois qu'il est vraiment très important de réinscrire l'ensemble de la dimension du contexte pour essayer de voir quel sens ça a. Cet homme, il ne disait pas qu'il avait désobéi, parce qu'à cette époque-là, c'était très facile de changer de camp, puisqu'ils étaient tous musulmans, ils pouvaient très bien rejoindre Daesh ou Al-Qaïda, ça ne lui posait aucun problème technique, il ne mettait pas sa vie en jeu. Mais il répétait qu'il ne voulait pas les tuer. Ce n'est pas un acte militant au sens politique, ce n'était pas un militant, c'était un agriculteur, il y en avait plein d'autres. Et nous avons peut-être trop tendance à vouloir héroïser ces actes au risque, parce que quand on les héroïse, ce que l'on fait, c'est qu'on passe sous silence tout le reste. Ce que l'on rend visible permet aussi d'invisibiliser une multiplicité d'autres situations qui mériteraient aussi notre intérêt. C'est d'ailleurs ce que les sciences sociales cherchent à faire, c'est-à-dire d'aller observer ce qui est invisible. Marielle Massé, on voit bien qu'on a un peu de difficulté à penser dans la langue, au cœur de la langue, ces questions-là, comme si, je m'en rends compte moi-même avec mes questions, comme s'il fallait toujours un peu en rabattre un peu trop vite sur la subtilité ou l'épaisseur de ce qui est en jeu. Dans les questions de désobéissance, d'obéissance, on voit bien que très vite on est à des questions avec des mots qui subliment un peu les gestes, ou qui, vous disiez, héroïsés, Richard, à l'instant, ou qui les rétrécissent de quoi on est en train de parler. Par exemple, on fait comme si obéir, désobéir, c'était forcément une question de choix, une intentionnalité. D'ailleurs, j'ai commencé par parler de l'historiographie de l'intentionnalité génocidaire, et c'est une grande question historiographique. Et précisément, est-ce qu'on ne court pas un risque en rétrécissant ces questions-là à des enjeux aussi aplatis par les mots, alors que précisément, quand on vous lit, c'est à autre chose qu'on accède, qui est pourtant de l'ordre du désobéir, de l'obéir, et d'un horizon qui s'élargit précisément. Qu'est-ce que vous pensez de cet écueil ? Alors d'abord, peut-être qu'on peut dire qu'en coulisses, nous, on se disait, mon Dieu, que cette question est difficile. Parce Ça y est, on leur a dit. On avait le sentiment, je crois, chacun, que réfléchir en termes d'obéissance et de désobéissance décalait, comme si on allait incliner la flèche de la boussole, décalait toutes nos recherches, tout notre travail, et c'est pour ça que c'est passionnant en fait. C'est pas tellement ton vocabulaire, c'est pas tellement le mien non plus, et en effet, moi, ça m'a conduit à deux choses. D'abord, à essayer de multiplier les mots, acquiescer, en effet. Alors, j'ai regardé sur mon téléphone.
comme je fais maintenant. Acquiescer, parce que je me disais, mais acquiescer, est-ce qu'il y aurait de la paix là-dedans? Et en effet, acquiescer, c'est se reposer, être d'accord et donc y trouver de l'apaisement. Donc il y a dans l'idée de dire oui, autre chose que cette obéissance à quelque chose qui est coercitif, il y a l'expérience d'un repos. Et donc voilà, acquiescer, consentir et désobéir, il y en a beaucoup plus des termes. Refuser, se rebeller, faire autrement, vivre autrement. Mais quand on est dans l'écriture, on se dit toujours que la réflexion, la quête de vérité, elle n'est pas dans des mots, elle est dans des phrases. Et que donc, c'est pas grave si ce couple, obéir, désobéir, décale les choses. En tout cas, ça ouvre une zone qui nous oblige à réfléchir. Et moi, la zone dans laquelle ça m'a obligée à réfléchir, je me suis dit avec mon côté linguiste, quoi, un peu. Enfin, je me suis dit, mais en fait, la difficulté, c'est que obéir et désobéir sont deux actes. Alors que ce qu'on a à penser, ce sont plutôt des situations soit d'engagement, soit de dégagement, soit d'action, soit de passivité coupable. Alors que là, ce qu'on met en couple, et au début vous vous demandiez si ces mots étaient vraiment des contraires, ce qu'on met en couple, ce sont deux engagements. L'engagement pour le oui, l'engagement pour le non. Et il y avait un petit exemple, je ne sais pas du tout si c'est bienvenu, mais dont j'avais envie de parler. C'était celui d'un personnage, d'un très beau personnage, qui a exactement en même temps désobéi et obéi. J'espère, madame, que je ne vous piège pas, on en a parlé tout à l'heure. C'est Boutès. Boutès, c'est le seul compagnon d'Ulysse qui a refusé de mettre de la cire dans ses oreilles parce qu'il voulait jouir du chant des sirènes. Et donc, voilà, sur le navire, les rameurs ont d'abord été dangereusement attirés par le chant des sirènes, et puis Orphée a fait beaucoup de bruit avec son plectre où il avait rajouté 2 cordes. Et donc le bateau a pu continuer sa route. Ulysse était attaché au mât, comme vous vous souvenez. Boutès a désobéi, mais c'était pour obéir à son désir, c'était pour répondre à l'appel de la musique, et il s'est d'un même geste levé. Désobéir, ça peut être ça. Se lever hors du rang des rameurs, et il a plongé vers sa fin, en fait, vers sa disparition, vers la jouissance de la musique, vers la jouissance de l'océan, mais aussi vers la mort. Et je me disais, c'est ça qui rend ce couple si difficile à manier à propos des situations ordinaires. C'est qu'en fait, on a là la mise en parallèle de 2 actes, alors que ce qu'on aimerait aussi pouvoir penser, ce sont toutes ces zones grises du je laisse faire, enfin, ce qu'on appelle en grammaire aussi la voie moyenne, quand on n'est ni tout à fait actif ni tout à fait passif. Liora Israël disait qu'il va y avoir un débat sur le faire. Donc, agir, ça peut être distribué déjà entre 2 personnes, l'une qui pousse et l'autre qui fait, un peu comme dans l'expérience de Milgram. Mais il y a aussi toute cette zone grise, oui, je ne sais pas trop comment l'appeler, où il serait bien difficile de dire que l'on est en train d'acquiescer à un idéal, de manifester par son acte, par sa vie, un accord avec une idéologie ou au contraire un désaccord. Donc c'est pour ça qu'elles sont faites, les sciences sociales, pour documenter ces questions-là. Et puis la littérature, elle est faite pour inventer à la fois des images, des phrases complexes qui permettent justement de dire on peut être en même temps en train de se lever et de se jeter à l'eau. Richard Reichmann,
vous mobilisez la notion de forme de vie, précisément pour aller au-delà des motivations individuelles et de la particularité, de la singularité des profils, qui sont un peu les deux boussoles habituelles pour essayer d'attraper l'obéissance. Précisément, les formes de vie nous obligent à penser plus large, à nous décaler, et obligent à prendre en charge par la pensée ce que vous montrez, c'est-à-dire qu'on ne tue pas par idéologie, ni pour autant par pulsion sadique, par libido. Et ça, c'est un réflexe un peu paresseux, c'est un cadrage un peu trop automatique qu'on tend à poser sur ces gestes. Est-ce que c'est des gestes? Je ne sais pas. Alors, si vous me permettez, je ne vais pas tout de suite répondre à votre question parce que je voudrais enchaîner sur ce que Marielle a dit et qui m'évoque des choses que je trouve extrêmement intéressantes. Donc, je fais un petit détour, si vous voulez. Volontiers. Parce que dans cette histoire que vous racontez, on a le sentiment quand même d'un homme qui va finalement obéir à son désir et le faire. Alors que la psychanalyse nous enseigne quelque chose que je trouve très intéressant. S'il y a bien quelque chose dont le sujet a horreur, à l'exception de quelques cas qu'on pourrait dire pervers, c'est son désir. Alors, pas le désir de devenir prof, mais son désir fondamental, c'est quelque chose qu'il méconnaît et qu'il est, qui lui fait horreur. C'est pour ça qu'il fait des symptômes. Et il va toujours trouver un moyen de désobéir, tout en obéissant un petit peu. De trouver une petite astuce dans laquelle il va y avoir un petit peu de plaisir quand même, mais sur quelque chose qui est fondamentalement interdit, donc il se l'interdit, il va faire des symptômes. Obéir aux autres, c'est faire l'économie de son propre désir. Et ça, franchement, qu'est-ce que ça soulage un nombre de gens, mais considérable. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, ils ne sont pas responsables. On ne sait pas s'ils avaient de désir, s'ils n'en avaient pas. Je pense que c'est aussi intéressant de reprendre la singularité individuelle pour montrer toute la complexité et les enjeux qu'il peut y avoir. Alors pourquoi j'utilise la notion de forme de vie là-dedans? Pour justement désessentialiser par rapport à ce que serait un homme ordinaire ou une femme ordinaire. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai jamais compris ce que ça pouvait être quelqu'un d'ordinaire, si ce n'est, alors si on le demande au clinicien, ça serait quelqu'un qui ne serait pas malade. Mais ça, le clinicien, il n'est pas foutu de vous en trouver des gens qui ne sont pas malades. Il va trouver des névrosés, il va toujours trouver quelque chose. Donc l'homme ordinaire, il est lui-même le premier, sinon il n'aurait pas passé autant de temps sur un divan, et dont on ne peut pas savoir comment il était avant, mais ce qu'on sait, c'est que le résultat n'est pas toujours exceptionnel. Donc, je ne vise personne, mais en tout cas, pas moi, évidemment. Cela va de soi. Mais ce que je voulais dire par rapport à cela, c'est que cette ignorance fondamentale, qui est impossible de savoir ce qu'est un homme ordinaire, par contre, ce qu'est la vie ordinaire, ça on peut le définir, ça on peut le trouver d'un point de vue des sciences sociales. Et la façon d'analyser les formes de vie, c'est comment les gens vivent au quotidien, comment ils hiérarchisent les choses qui ont de l'importance pour eux, parce qu'on imagine qu'il y a de l'importance pour eux, comment eux, ils peuvent penser leur quotidien, comment effectivement quelqu'un, pour reprendre cet exemple de celui qui va tuer, eh bien, il ne passe pas sa vie à penser qu'il va tuer. Il passe sa vie à savoir ce qu'il va manger, ce qu'il va pouvoir raconter à ses copains, comment il va pouvoir se reposer. Il passe sa vie comme tout le monde. Est-ce que c'est un être ordinaire? Ça peut être un pervers, ça peut être un paranoïaque, ça peut être un salopard, ça peut être tout ce que vous voulez. N'empêche que derrière ces distinctions qui ne servent pas à grand-chose pour comprendre son acte, eh bien, vous allez retrouver des conditions de vie qui rendent ce qui se fait ordinaire dans la forme de vie qui leur est dédiée. Et ça, je trouve que c'est tout à fait important de le saisir parce que ça permet aussi de... J'ai fait une citation psychanalytique, vous allez imaginer que je suis un adepte pur et dur de la psychanalyse. Elle nous a appris beaucoup de choses, elle a dit aussi beaucoup d'erreurs. Enfin, du côté des sciences sociales, c'est pas toujours simple. Mais un point qui devrait attirer notre attention, c'est qu'on a toujours envie d'imaginer qu'il y a derrière les actes des états mentaux identiques. Mêmes actes, mêmes états mentaux. Ça, je pense que c'est une erreur fondamentale. Et ce qui caractérise ces mouvements-là, c'est que des mêmes actes vont pouvoir être faits pour des raisons totalement différentes, avec des états mentaux totalement différents les uns des autres. Et c'est pour ça que justement, il devient possible d'aller les analyser, d'aller les étudier,
par les sciences sociales, avec un certain nombre d'outillages conceptuels qui permettent de sortir de cette illusion à chaque acte correspond à un état mental. Eh bien non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais est-ce que finalement, qu'il s'agisse de la révolution ou d'un crime de masse, pardon pour ce raccourci XXL, qu'il s'agisse d'un cas ou de l'autre, est-ce que finalement, ce qui les rend possibles, ce n'est pas tout simplement, pardon aussi pour ce raccourci, dans le tout simplement, mais quand même une disponibilité. Est-ce que ces gens-là, ils font la révolution ou ils font une partie de la tâche génocidaire qui leur est proposée parce qu'ils sont avant tout disponibles? C'est quoi un homme disponible à agir, disponible à obéir, disponible peut-être à désobéir? L'intérêt, pour moi, de la notion de disponibilité, c'est qu'elle ne préjuge en rien des conditions psychologiques ou mentales sous-jacentes. Elle va être contextuelle et elle va être variable d'une situation à une autre. Donc c'est un mot valise, si vous voulez, qui n'explique rien, mais qui permet d'éviter des fausses explications. C'est-à-dire d'imaginer que quelqu'un va commettre quelque chose parce qu'il en a envie, parce qu'il le pense. Oui, vous allez en trouver, mais il y en a plein d'autres qui n'agiront pas de la même manière. Or, la disponibilité, ça va être justement quelque chose que vous allez pouvoir étudier d'un point de vue des sciences sociales. On va pouvoir comprendre dans l'après-coup pourquoi ces individus, ces groupes, se sont trouvés disponibles à faire ce qu'ils ont fait, pourquoi ils y ont adhéré, mais pas avec une explication univoque. Eichmann, c'est parce qu'il y trouvait une forme de pouvoir, une forme de jouissance sans doute, qu'il n'aurait jamais trouvé autrement. Est-ce qu'il avait vraiment envie de tuer des millions de juifs? On n'en est pas sûr. Est-ce que c'était son objectif? On n'en est pas sûr. Ça ne change rien à l'affaire. Ce qui change, c'est qu'il était prêt à tout cela pour obtenir l'autre chose qu'il voulait. C'est ça la disponibilité. Vous trouvez pareil chez le petit garde Khmer Rouge à qui on demande « Mais combien de personnes vous avez tuées ?» Il dit « Je ne sais pas... Je ne sais pas, on me prête le chiffre de 2000, mais ça doit être exagéré. Puis en fait, quand on fait le calcul, on se rend compte que oui, c'est probablement vrai. De ses propres mains, il en a tué 2000. Et on lui demande, qu'est-ce que ça vous fait? Il dit, je n'aimerais pas recommencer. Hein. Voilà. L'état de conscience est là. Il ne considère pas que c'était bien. Il ne considère pas que c'était mal. Il a dû le faire, il l'a fait. Maintenant, il passe à autre chose. Alors, c'est ça qui est aussi intéressant et qu'il faut distinguer des tueurs de masse et autres criminels, c'est que ces gens ont une capacité extraordinaire à se fondre de nouveau dans la population et à ne pas devenir des tueurs invétérés. L'idée qu'on a, si on tue une fois, on tue tout le temps, les conditions changent, ils ne tuent plus. Voilà, la belle affaire. Mais puisqu'on est dans un festival de sciences sociales, elle a aussi des conditions sociales, des conditions politiques, il y a des conditions matérielles à la disponibilité chez ces hommes. Mais c'est elles qui sont premières, justement. C'est précisément pour ça que j'utilise cette notion de disponibilité, pour montrer que ce sont les conditions sociales qui sont premières, puis des conditions individuelles qui ne sont pas nécessairement psychologiques ni psychopathologiques, qui vont expliquer cette rencontre possible. Si vous n'avez pas un régime génocidaire, vous n'aurez pas de génocidaire. Si vous avez un régime démocratique, vous n'aurez probablement pas de génocide. À quelques réserves près, et sûrement pas dans les territoires qui ne font pas partie de l'espace réputé démocratique de ces mêmes États. Donc bien sûr, c'est la dimension sociale, c'est le contexte qui va jouer un rôle pour rendre disponibles les gens. Mais l'exemple que je citais tout à l'heure de ces Afghans de la frontière avec le Pakistan qui ont toutes les raisons d'être disponibles, eux ne vont pas l'être, et ils vont partir. Ils vont prendre la décision de partir. Est-ce que c'est un acte militant? Est-ce que c'est un acte mu par une certaine forme de psychopathologie? Je pense qu'il faut justement s'écarter de la lecture psychopathologique. Non pas qu'elle soit inutile, elle va vous permettre de comprendre pourquoi telle ou telle ou telle, mais elle n'est pas prédictive. Vous ne pourrez pas en conclure que tous les autres sont nécessairement ainsi. Et c'est pour ça que le contexte social, historique, culturel est le plus important pour comprendre la façon dont certains individus vont agir indépendamment des motivations personnelles qu'ils peuvent avoir. En fait, la question, c'est d'arriver à penser une acceptation qui n'oblitère pas, qui n'écrête pas la responsabilité. Le problème, c'est que c'est vous qui pensez qu'il y a une acceptation. Eux, ils font ce qu'ils acceptent.
Ils ont d'autres questions en tête. Nous aimerions vraiment que ça soit un choix délibéré. Nous aimerions vraiment qu'en conscience, parce qu'ils sont méchants, parce qu'ils sont pervers, qu'ils se prennent la mesure de ce qu'ils... Ben non, c'est pour ça. Et c'est aussi pour ça que Hannah Arendt insistait tellement pour dire que Eichmann n'était pas un monstre, pour une raison toute simple, c'est que les monstres, on ne peut pas les juger. Par contre, les hommes, on peut les juger et on peut les condamner. Ils sont responsables de leurs actes. Quand bien même ils disent « moi, j'y suis pour rien, c'est pas moi, on m'a donné des ordres », ok, ils restent comptables. Et effectivement, ces notions qui sortent de la psychopathologie pour analyser la nature de l'engagement mettent en cause la responsabilité, quand bien même sur le moment ils n'en ont pas conscience. Ils devront, à un moment ou à un autre, rendre des comptes. Marielle Massé. Non, si je peux juste dire un tout petit mot, en effet, c'est ce qui nous a conduit à proposer ce titre, La fragilité des raisons, parce que notre sentiment, c'était, au fond, il est sans doute très rare qu'on obéisse au sens plein et saturé de sens qu'on peut donner à ce mot-là, et il est sans doute rare aussi qu'on désobéisse, pareil, dans une situation... pleine sémantiquement. Et ce sont toutes ces convergences de raisons que Richard Eichmann vient d'évoquer qui doivent à chaque fois en situation être pensées. Et ça, on imagine aussi la difficulté du travail des juges. Et on se trompe, si je vous suis, on se trompe à imaginer, ou en tout cas à se figurer toujours des situations qui seraient saturées de sens, c'est ça? Alors que parfois, je ne sais pas s'il faut dire acquiescer, je ne sais pas si... On ne sait plus quoi dire, on ne dit plus adhérer, mais donc en être... parfois, en être ne relève pas d'une situation saturée de sens ou d'un geste saturé de signifiant. C'est ça que vous dites, c'est que finalement, parfois, il y a quelque chose de l'ordre de reposer sa puissance. Oui, et c'est peut-être d'ailleurs une des difficultés du travail en sciences sociales, c'est qu'à partir du moment où on se pose une question, on va produire une réponse la plus juste, la plus méditée, la plus discutée, la plus documentée possible. Mais peut-être ce qu'on aura laissé de côté, c'est cette pauvreté de sens de bien des situations sociales et humaines. Et je trouve que c'est ça qui fait tout l'intérêt en fait du type d'échange qu'on peut avoir. C'est qu'on se met en garde les uns les autres contre le formatage de nos questions où on peut dire, mais au fond, pourquoi se demander je trouve que cette idée que notre vie n'est pas constamment saturée de sens, elle est très forte et elle correspond aussi à ces possibilités de repos, de dépôt, dont on parlait tout à l'heure. Moi, j'ai été très impressionnée par le livre d'une de nos collègues hellénistes, Frédérique Ildefonse, qui a mêlé sa connaissance du polythéisme grec, sa familiarité avec le polythéisme contemporain et son intérêt pour la psychanalyse pour justement comprendre ce qui se passe quand il y a des dieux. Situation qu'on connaît peu pour la plupart d'entre nous, quand il y a des dieux et que donc il y a des rites, il y a quelque chose de cette saturation du sens qui tout à coup tombe et elle essaye de prendre ça au sérieux, un petit peu contre le piège existentialiste qui nous conduirait à penser que chacune de nos actions, que chacun des moments de notre vie est motivé à expliciter suppose un choix. Cette pensée-là, elle a sa grandeur et elle s'explique aussi par le fait d'être née en situation de le duo résistance-collaboration. Mais il y a des situations de vie, il y a des
il y a des démissions, il y a au contraire des repos qui échappent à une morale ou à une politique pensée sous conditions de guerre ou d'occupation. Et ce livre m'avait beaucoup impressionné par le courage qu'il avait d'aller explorer ça jusque dans la question du polythéisme et des rites et de ces formes dont on se tient parfois à distance, comme si elles avaient quelque chose d'anté moral ou d'anté individualiste ou d'anté politique. Richard, tout à l'heure, vous avez dit on tue par indifférence. C'est ça qu'on a souvent du mal à comprendre, notamment évidemment dans le cadrage médiatique. Je pense par exemple au génocide des Tutsis et au Rwanda tel qu'il est mis en mots. Il y a cette expression aussi de la chercheuse Hélène Dumas, le génocide des voisins. C'est comme si on était de l'ordre de l'impensable, de l'indicible. Je mets de côté le cadrage raciste, au fond, d'une guerre de tout temps sur un continent obscur. Les gens se sont entretués en voisins. Si on met même ça de côté, on a quand même quelque chose qui résiste dans la pensée telle qu'elle se promène autour de ce génocide, qui a 30 ans tout juste cette année, qui est comment en serait-il venu à pouvoir tuer leurs voisins? Et vous, en fait, si on vous suit sur cette question de l'indifférence, on peut faire l'hypothèse que précisément... c'est parce que être un voisin ne compte plus à ce moment-là. C'est qu'il y a une indifférence à la victime. C'est pas ça leur sujet, en fait. Dans ces cas-là, on a souvent l'habitude de complètement essentialiser le voisin comme si c'était l'ami le plus proche. Il y a des magistrats, j'imagine, dans la salle, ils ont l'habitude de régler des conflits de voisinage qui peuvent être assez violents, assez désagréables, voire... gravissime. Donc, on se fait une représentation selon laquelle être voisin, ça protégerait. Eh bien, ce que le génocide des Tutsis du Rwanda montre, c'est que absolument pas. Ça ne protège pas d'être voisin. Au contraire, ça facilite les choses, puisque c'était plus facile d'aller tuer des gens qu'on connaissait, parce qu'on les trouvait plus facilement, que d'aller vers des inconnus. Donc, ce sont toutes nos catégories habituelles sur lesquelles nous avons l'habitude de penser, et qui sont, je dois vous l'avouer, c'est heureux que nous pensions comme ça. Pourquoi ? Parce que c'est plus joli, mais c'est faux. C'est heureux. C'est une fiction. C'est une fiction, mais qui a un effet fondateur dans la société. C'est de se dire, le monstre, il est ailleurs, comment ils en sont arrivés là, comment c'est possible ces choses-là, comment se fait-il que je suis en train de dîner devant ma télévision et que j'apprends qu'il y a encore 50 personnes qui sont mortes dans la Méditerranée et que je me resserre du fromage. Voilà, l'indifférence... c'est pas la même chose. Je ne suis pas en train de dire que c'est coupable. Je ne suis pas en train de dire que ce sont les mêmes choses. Je suis juste en train de dire que nous avons une capacité à être indifférents. Et nous avons aussi une capacité à ne pas nous rendre indifférents. Et je crois, alors là je plaide pour ma paroisse, mais je pense que les sciences sociales ont pour première fonction de ne pas nous rendre indifférents, de nous montrer la réalité des choses, d'aller dans le détail de ces vies que l'on côtoie et de faire en sorte qu'aucune soit sans importance. Parce que quand on commence à penser qu'il y a des vies sans importance, alors une multiplicité de choses sont possibles sans qu'on ait besoin d'aller chercher des mécanismes intrapsychiques ou sociologiques très compliqués. Mais est-ce que cette disposition à l'indifférence, elle va être par exemple située dans le monde social? Est-ce qu'elle répond à des logiques qui sont un déjà là? Est-ce que qu'est-ce qui nous fait tendre à être plus ou moins indifférent, par exemple? J'ai qu'une réponse toute simple. La seule chose qui nous permet de ne pas être indifférent, c'est le savoir. Voilà. C'est effectivement le savoir, c'est effectivement la pensée, c'était l'exercice quotidien de cette pensée, de lire les textes qui ont été publiés avant, de voir comment notre monde fonctionne, de voir ses dérives et d'avoir toujours l'espoir qu'on va pouvoir les changer. Ça ne veut pas dire qu'il y a une nature humaine qui est forcément mauvaise. Freud avait une très belle expression par rapport à ça. Il disait que ce n'est pas dans l'inconscient qu'il y a des choses méchantes ou des choses monstrueuses et qui vont se répéter. Tout y est. Tout y est. Et ça ne sera jamais une affaire d'inconscient qui vous expliquera celui qui fait du mal ou celui qui n'en fait pas. C'est autre chose qui va intervenir. Parce que dans l'inconscient, c'est possible. Ça ne veut pas dire que ça va se faire.
Ça ne veut pas dire que vous avez des gens qui ont par exemple des pulsions sadiques absolument épouvantables, qui adorent trifouiller à l'intérieur des corps et qui vont devenir des chirurgiens absolument exceptionnels et qui vont sauver des vies formidables. Ils ont sublimé leur penchant absolument terrible. Et puis vous en avez d'autres qui n'ont qu'une envie, c'est de faire le bien, de sauver tout le monde, et qui vont devenir d'immondes tortionnaires et qui vont être prêts à supprimer la moitié de la population pour faire le bien de l'humanité. Donc ça, je caricature, pardonnez-moi, mais c'est juste pour montrer que ce n'est pas dans l'inconscient que ça se loge. L'inconscient est un réceptacle où, grosso modo, tout est possible. Ce n'est pas une nature humaine, c'est possible. Donc c'est social, alors? Évidemment. Et donc, comment elles se construisent, ces dispositions? Dans votre, j'essaie de suivre votre raisonnement. Comment elles se construisent? Ceux qui résistent à... Alors, il y a ceux qui sont très intellectualisés et qui vont devenir des penseurs, justement, de ce souverain bien et qui vont penser le bien de l'humanité contre l'humanité. Pol Pot en est un exemple assez remarquable. Hein. C'était vraiment pour le bien des Khmers qu'il faisait, qu'il devait éliminer une partie de la population. Les moyens utilisés pour le faire, pour atteindre cet idéal, sont tous possibles. Qu'est-ce qui empêche ça? C'est justement de pouvoir rappeler que non, la fin ne justifie pas les moyens. Voilà. C'est des choses assez simples que l'espace démocratique nous enseigne régulièrement, qu'il n'est pas possible de faire, que l'on ne doit pas faire, et que les transgressions doivent être repérées comme étant non tolérables. Non tolérable. Mais par exemple, même chez les bourreaux, il peut y avoir le goût du travail bien fait. Il y a par exemple ce dernier bourreau en Algérie du temps de l'État colonial qui a déposé son témoignage. Et on a son écrit, un égo-document qui permet de non pas se mettre à sa place ni comprendre exactement le tréfonds de ses pensées, mais néanmoins on a accès à son discours sur lui-même. Et il me semble que quand on lit, on attrape quelque chose de l'ordre du travail bien fait, un goût du travail bien fait. Donc il y a aussi un ethos chez le bourreau qui peut être un ethos très calme finalement. Absolument, absolument. Il n'y a pas forcément de haine. Il y a juste à mettre en place les moyens qu'il faut pour atteindre les objectifs qu'on a décidés. Dutch le disait très bien. Dutch, c'était le chef de la prison de S21, qui n'était pas une prison, c'était un centre de torture et d'exécution. Et il disait, moi, je suis comme un maire, si vous voulez, un maire d'une grande ville. Et un maire d'une grande ville, s'il veut garder son mandat, il faut absolument, la première chose qu'il doit faire, c'est gérer les déchets. Il se trouve que chez nous, dans les déchets, il y avait des êtres humains. Mais c'est tout, quoi. Et donc, j'ai géré les déchets. On a éliminé les déchets. Qu'est-ce que vous voulez me reprocher? J'ai fait un acte de police classique. Dans son raisonnement, qui n'est pas paranoïaque, c'est juste. C'est tout à fait juste. Sauf que c'est totalement interdit. Et que c'est répréhensible. Et qu'il faut effectivement poursuivre des individus qui, pas seulement pensent comme ça, mais agissent comme ça. Ce ne sont pas les pensées qui comptent, c'est les actes, là, pour le coup. Ces actes, même s'ils peuvent les justifier, sont répréhensibles et gravement répréhensibles. Parce qu'un homme, ça s'empêche, pour reprendre la phrase de Camus? Oui, ça s'empêche et puis on l'empêche. Ce n'est pas une valeur. Si on imagine, si on a envie d'en faire une valeur intrinsèque à l'homme, alors on revient à cette histoire de nature humaine où on pense à tout un tas de choses qui nous écartent de l'observation empirique. Je ne vous dis pas ça parce que j'y crois. Je vous dis ça parce qu'empiriquement, on voit trop de situations telles que celles que je décris pour pouvoir imaginer que ce n'est pas possible et qu'il y a quelque chose qui freinerait cela. La seule chose qui freine ça, c'est la société. Marielle, on parlait de l'indifférence. Vous dites pas l'ennemi c'est l'indifférence, mais vous dites l'ennemi c'est l'inattention. Oui, mais je pense que ça va exactement dans le même sens. Moi, je suis très... j'abonde de tous côtés avec ce qui a été dit sur l'intérêt de la recherche en sciences sociales qui consiste justement à, comme un chien qui s'accroche à votre jambe, à vouloir aller regarder, à vouloir aller voir. Et toujours plus, hein. Il y avait
vous parliez d'éthos, il y avait un éthos chez Bourdieu qui était comme ça. Il ne se satisfaisait d'aucun repos par rapport à son désir d'enquêter sur tous les lieux où pouvait se loger la logique de la domination. Il cassait l'ambiance à chaque fois qu'on aurait voulu prendre un tout petit peu de champ par rapport à, que sais-je, la langue populaire, par exemple. Alors il disait oui, formidable, les grandes virtuosités de telle... de la langue du ghetto de Chicago, mais malheureusement, elle n'ouvrira jamais les portes de Harvard. Et pourtant, c'est lui qui a fait traduire tous ces travaux-là pour faire exister, faire face, nécessiter le réel, il le disait d'après Ponge, d'après le poète Francis Ponge, pour faire face à ce qui est. Et oui, l'enjeu pour nous, hein, dans une école de sciences sociales. Alors moi, je me sens un peu à la fois dedans et un peu sur le bord, évidemment. Parce que vous êtes une littéraire. Parce que je suis une littéraire, mais je vois bien que et l'autre jour, je disais, dans une circonstance littéraire, pour le coup, la peur qu'on a, les écrivains, c'est de ne parler de rien quand on parle. On a peur que ce que l'on dit, au fond, n'accroche pas quelque chose de réel dans le réel. Et les sciences sociales, elles sont là précisément pour nous mettre des pans du monde sous le nez. Et elles sont là collectivement. Hein, ce sont des enquêtes publiques, à plusieurs, où chacun peut éventuellement exagérer dans son coin avec sa question à lui, avec ce qui le passionne. Et donc moi, j'apprends tout, en fait, de mes collègues. Mais je me dis, si moi j'ai une mission... je décale l'affaire, mais bon, j'attrape la balle au vent. Si j'ai une mission littéraire dans une école de sciences sociales, c'est presque de redonner confiance dans la langue aux étudiants, mais peut-être aussi parfois aux collègues qui pensent qu'ils se font avoir par les phrases. Que si c'est bien dit, c'est probablement que c'est faux. C'est suspect. C'est suspect. Et moi, je suis là, je pense, et notre camarade romancier Arnaud Bertina, qui va être là aussi pendant un an ou deux, j'ai pas trop bien compris, avec nous, 2 j'espère, il est là aussi pour ça, pour qu'on se dise qu'on a avec la langue quelque chose qui justement n'est pas un système de loi auquel obéir. Hein, c'est une représentation que beaucoup de gens ont de la langue. C'est une vision un peu puérile, ça, de la grammaire comme un corset, par exemple. Oui, ou conservatrice, mais aussi démobilisatrice. Au contraire, désarmante. Désarmante, exactement. Elle nous prive de beaucoup d'armes. Alors que la langue, c'est pas un système de loi. J'entendais un poète, Jean-Christophe Bailly, dire ça l'autre jour, et il disait, mais au fond, la langue, c'est un ancêtre. Et j'aimais beaucoup cette idée-là. La langue, c'est un ancêtre. C'est un ancêtre qui arrive avec toutes sortes d'expériences traversées, de bouches par lesquelles elle est passée. Et nous, on a à faire avec ça. On a à se fier en partie à cette sorte d'outil collectif, à y jouer notre liberté, à changer ce qui doit l'être, à se permettre des choses avec la langue, comme disait Hannah Arendt encore. Hein, elle disait la langue que vous parlez bien, c'est celle dans laquelle vous pouvez vous permettre des choses. Donc on a tant de proximité avec son ancêtre, tant d'affection même pour son ancêtre, qu'on peut se permettre des choses avec elle ou avec lui. Et ça, moi, je trouve que c'est une conviction qu'il faudrait pouvoir réancrer dans la pratique quotidienne des chercheurs et des étudiantes et des étudiants. Ne vous méfiez pas de la langue. J'ai dit ça, mais c'est pas exactement ce que je voulais dire. Retourne, dis-le mieux, retravaille, continue. Il faut aller plus loin dans la langue. Mais là, on est un peu hors sujet. Merci Marelle Massé. On va s'interrompre
sur cette belle évocation de la langue comme ancêtre pour pouvoir dialoguer avec la salle. Vous aurez sûrement beaucoup de questions à adresser à Marielle Massé et Richard Reichmann. Un micro, 2 micros vont circuler dans la salle. Merci à tous les deux pour cet échange. Merci beaucoup. Un micro. Ça y est, c'est à moi. Bonsoir, on vous écoute. Bonsoir, merci de ces échanges passionnants. Moi, je m'interrogeais en vous écoutant à propos d'un événement que nous avons tous vécu assez récemment et qui est un exemple d'obéissance ou de désobéissance. Port du masque, pas port du masque, vaccin, pas vaccin. Et alors, qui était l'obéissant, qui était le désobéissant? Est-ce que là aussi, c'était obéir à ces conviction profonde d'agir dans un sens ou dans l'autre. Enfin, puis ça a créé des gros conflits dans la société. Donc, je voulais savoir ce que vous avez à dire sur cet épisode de notre histoire commune. Sachant qu'à l'époque de Pasteur, déjà, la question de désobéir et de s'affranchir aux normes en train de voir le jour et qui fonderont notre prophylaxie se posait. Qui est-ce qui veut répondre là-dessus ? Marielle, les antivax? Je veux bien essayer, mais justement, quel bel exemple pour chacun d'entre nous d'avoir éprouvé au-dedans de soi le grand marécage des raisons qui nous faisaient mettre le masque et le mettre sur le nez ou sur la bouche, ou le mettre là, un jour oui, un jour non, ou parce que le port du masque rencontrait notre caractère inquiet, effrayé par l'existence et par les autres, et que tout à coup ça nous arrangeait bien de mettre le masque, ou au contraire parce qu'on avait peur pour des personnes fragiles autour de soi et qu'on décidait de mettre le masque. Donc je trouve que c'est un excellent exemple à la fois d'un grand consentement collectif. Moi, plus que le masque, ce qui m'est apparu comme un renoncement à la liberté, c'était l'enfermement. Le masque ne me paraît pas du tout du même ordre, en fait. Puis c'était lié aussi à un état incertain de la compréhension exacte de la transmission du virus. Et donc, c'est sûr que cet épisode récent, il nous a mis devant exactement, je crois, ce qu'on a échangé, c'est-à-dire le grand désordre de l'acquiescement à un idéal de protection, ou au contraire de la lâcheté. Enfin, tout pouvait se mêler, même pour une seule personne, il me semble. Avec un très beau travail de Nicolas Mariot et Théo Boulaka sur l'acquiescement à l'attestation, précisément, que vous allez pouvoir retrouver durant le festival. Richard Reichmann. Je trouve que c'est vraiment un très bel exemple qui nous montre que obéir, c'est pas nécessairement être convaincu ou pas convaincu, que ça se situe complètement ailleurs. Et c'est sur les motivations qui vont être données qu'il va y avoir acquiescement ou pas acquiescement, protéger les autres, se protéger, et tout un vocabulaire qui ouvre la voie à de multiples raisons d'obéir et autant de désobéir. Parce qu'il y en a qui portent le masque parce qu'ils ont très peur des autres, il y en a qui portent le masque parce qu'ils ont très peur de contaminer les autres, il y en a qui ne portent pas parce qu'ils ont envie de contaminer les autres, d'autres. Toutes les raisons sont possibles. La seule chose qui est importante, me semble-t-il aussi à ne pas oublier, c'est que ceux qui ont refusé de porter le masque n'ont pas été condamnés à mort. Ce qui n'est pas le cas de ce qui se passe justement dans les régimes où la désobéissance conduit à la mort. Là, ça a fait parler, ça a fait du conflit, ça a fait du dialogue social, et ça nous montre qu'aucune de nos règles, même lorsqu'elles sont sous-tendues par un impératif sanitaire, ne sont complètement acceptables. C'est un argument, l'argument sanitaire, qui nous impose un certain nombre de choses. Bonsoir. Je m'adresse à l'Assemblée ce soir en tant qu'étudiant à l'EHESS.
J'avoue que je participe et j'écoute les discussions depuis 1 heure avec beaucoup d'amertume, en vérité, parce que je ne cesse de repenser à l'année qui s'est écoulée au sein de l'école, et notamment lorsqu'on songe à la question génocidaire, à la mobilisation étudiante qui a eu lieu au sein des murs de l'école depuis plus d'1 année par rapport à la question du génocide en cours en Palestine commis par l'État israélien. Et je ne peux pas me résoudre à l'idée de collectivement nous rassembler ici, sans même songer à la manière dont mes camarades étudiantes et étudiants, notamment à Paris, un peu moins à Marseille, ont désobéi, ont tenté en tout cas de désobéir, et ont été réprimés dans cette désobéissance, jusqu'au fait même d'avoir été signalés au sein d'une instance gouvernementale. Je ne m'étendrai pas plus, mais je dois partager en tout cas la grande amertume que j'ai eue, tant de ne pas avoir pu entendre et évoquer la question palestinienne qui devrait nous occuper avec la plus grande des importances, notamment quand on pense à ce qui se passe actuellement au Liban. Et je tremble au moment où je le dis, mais aussi à la répression étudiante qui a eu lieu l'année dernière. Richard Reichmann, l'obéissance des soldats israéliens aujourd'hui, est-ce que vous la regardez avec d'autres clés de compréhension, par exemple? L'obéissance des soldats israéliens dans un moment comme celui-ci, après l'écrasement de Gaza qui est toujours en cours? Non, je n'aurais pas d'hésitation à la ranger dans les mêmes choses que je suis en train d'étudier. Par rapport à ce que vous venez de dire, et que je crois très important, sans rentrer dans le débat qui a animé l'école, je rappelle juste que moi j'avais monté un atelier spécifiquement là-dessus dans le cadre de RICEF. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de RICEF, qui est le réseau international pour les chercheurs et les chercheuses qui sont soumis aux violences extrêmes, de pouvoir justement discuter de ce qui se passe et de ce que la violence extrême produit dans nos collectifs. Parce qu'elle a des effets aussi. Ce qui s'est passé pendant 1 année à l'École des hautes études est aussi un effet, un dommage collatéral de ce qui s'est passé en Palestine ces derniers temps. Et vous avez raison de le mentionner. Moi, je vous avoue très sincèrement, remarquablement touché par ce mouvement de jeunes qui se sont préoccupés du sort d'un certain nombre de populations et qui trouvent encore aujourd'hui qu'il est inacceptable d'être silencieux. Alors vous me demandez pourquoi? Je n'en ai pas parlé. Il se trouve qu'en tant que chercheur, je parle en tant que chercheur. Je suis spécialiste du Cambodge et des Rohingyas. Je suis navré qu'on ne parle pas des Rohingyas. 2 millions de personnes qui sont en train de mourir à la frontière birmane, dans des camps de réfugiés qui sont les pires au monde, dont personne ne parle. Des milliers de morts partout. Ça ne veut pas dire que c'est la même chose. Ça ne veut pas dire que parler de ça, ça empêche de parler de la Palestine. Mais ce qui m'a gêné un tout petit peu, et je le dis très sincèrement, c'est au moment où je sentais ce vif émoi de toute une communauté face aux atrocités, je pèse mes mots, des atrocités qui étaient en train d'être commises, on ne trouvait pas la même empathie pour d'autres atrocités. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler, mais ça veut dire que si nous avons la conscience politique que certains crimes sont inacceptables, alors levons-nous, pour le coup, et dénonçons tous les crimes qui, en ce moment, sont encore en train de se faire. Ça n'excuse en rien ce qui se passe en Palestine, mais ça doit amener notre conscience à poser tous ces problèmes simultanément, parce que c'est pour moi une véritable énigme que ces problèmes soient oubliés. J'ai été invité, j'ai refusé toutes les invitations sur Israël et Gaza, parce que je ne suis pas spécialiste de cette question et je trouvais que voilà, mon point de vue de citoyen n'était pas très intéressant. J'ai été invité une seule fois, c'était pour la journée internationale des crimes sur les crimes de génocide. Vous savez, je ne sais plus quel mois c'est. Et je venais de sortir un rapport sur les massacres des Rohingyas qui a été pour la Cour internationale de justice. Donc j'y suis allé pour cela. J'ai quasiment pas été interrogé là-dessus. J'étais interrogé sur Gaza, qui est une situation que je ne connaissais bien sûr qu'à travers la presse. En tant que chercheur, je ne peux pas simplement me prononcer en tant que chercheur. En tant que citoyen, je n'ai pas la moindre hésitation, et je pense que vous le sentez dans mes propos, pour être totalement solidaire de ce que vous dites. Mais la question qui se pose après, c'est en tant que chercheur, de quelle place peut-on parler ?
Comment peut-on intervenir? Moi, je n'ai pas la réponse là-dessus. Si vous l'avez, donnez-la moi, je serai ravi de vous entendre. Allez-y, on vous écoute et après on pourra prendre plus qu'une autre question. Pardon pour ça. On vous écoute. Bonsoir. Je suis bien intimidée, mais merci beaucoup. Parce que moi, je suis ni une chercheuse, ni rien du tout, mais je vous ai écouté avec attention et j'espère que j'ai compris la plupart des choses que vous avez dit. Vous êtes la bienvenue. Merci. Et justement, là, du coup, ça arrive bien, ça rebondit. On vit tous des temps assez difficiles et complètement chaotiques à beaucoup de niveaux. Moi, je m'interrogeais sur... Vous avez parlé de... Donc, on parle d'obéissance, désobéissance. Vous avez fait fi, en tout cas j'ai trouvé, enfin moi la question c'est de l'autorité, le pouvoir. Vous n'avez pas du tout vu l'obéissance et la désobéissance par rapport à l'autorité et au pouvoir et à la violence enfin voilà l'exercice. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire là-dessus? Parce que je pense que c'est aussi intéressant. Est-ce que ça ne va pas de pair? On se révolte aussi contre une autorité, contre une violence, contre faire plier les gens, contre une police à laquelle on n'adhère plus. Par rapport, moi, ça m'a semblé vraiment essentiel. On ne pouvait pas parler d'obéissance et de désobéissance. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Marielle, Richard, le mot pouvoir n'est pas sorti. Une seule fois, vous avez dit domination tout à l'heure. Mais... C'est vrai. Ouais, vous avez parfaitement raison. Et peut-être que c'est dû au fait que les situations dont on parlait, elles étaient si empiriquement différentes entre des situations de violence extrême et ce que ça veut dire le droit à la désobéissance en démocratie, par exemple, que peut-être qu'on a en effet enjambé cette évidence, mais en effet, et on voit très bien de quoi vous parlez. En effet, c'est parce qu'il y a une autorité, alors une autorité dont on considère qu'elle n'est pas juste, qu'on est en droit de désobéir. Pour... comment? Nous tous. Nous tous, oui. Ça serait plus simple si la société était faite par un groupe et vécue par un autre, mais nous tous. Oui, bonsoir. La question s'adresse à Madame Massé. Vous avez employé le terme que j'ai apprécié, des écarts. Est-ce que pour vous, les écarts, c'est la marge et ne pensez-vous pas que la marge fait follement peur à des personnes bien installées? Voilà. Et puis le mot rebelle a été prononcé ce soir. J'ai eu une pensée à Madeleine Riffaut, dont j'invite la nouvelle génération à connaître. Il y a 2 bandes dessinées qui ont été publiées sur le parcours de cette militante journaliste. Je ne vous ai pas vu, monsieur, pardon. Mais à votre voix, je devine que vous avez aussi un autre âge, aussi peut-être. Et oui, je parlais d'écart parce que justement, j'avais envie de parler de ces situations où le fil, où le couperet n'est pas l'obéissance ou la désobéissance, mais quelque chose comme l'effort pour vivre selon d'autres normes et collectivement, progressivement, leur donner de la durée, c'est-à-dire les instituer. Donc, le mot de marge que vous utilisez, c'est exactement celui-là. Les ZAD sont des marges, sauf que désormais, de la ZAD, il y en a un peu partout sur le territoire. Et de façon... elles nous concernent tous. Ce ne sont plus des périphéries ou des marges au sens où on pourrait tourner le dos et regarder ailleurs. Il y a aussi de l'institué dans les ZAD, non? Il n'y a pas de l'institué dans les ZAD? Bien sûr, oui. Ouais. Pour le meilleur et pour le pire. Il y a, les marges n'échappent pas non plus au rapport de domination. Et c'est quelque chose que les luttes féministes ont bien souvent souligné. Mais oui, merci monsieur de... Ouais.
Je voudrais bien voir votre tête. Merci à toutes, merci à tous. On est obligé d'achever ici notre rencontre. Merci de votre attention.